Compte ouverture des frontières, le Mali se dote d'un peu de souffle. Oui, son économie repartira certainement à la hausse. Telles sont les résolutions prises à la solde de ce sommet, le 61e du genre, tenu à Accra, capitale du Ghana hier. La CEDEAO, l'instance régionale, statuait sur les 3 gouvernements dont les pouvoirs sont tenus par les militaires actuellement, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. Résultat des courses, le Mali s'en sort bien. C'était déjà attendu d'ailleurs dans les bacs, une économie qui retrouvera certainement un peu d'air. Alors, résolution fortement attendue, fortement également accueillie avec entrain à Bamako. Est-ce que la CEDEAO justement pouvait faire autrement? Quels sont les enjeux et les perspectives d'avenir de telles résolutions et de tels résultats? Nous en parlons ce matin avec nos experts déjà sur le plateau et on commence par un qui nous revient avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'entrain. Docteur Béni Chris, bonjour. C'est un plaisir de vous revoir ce matin. Un grand plaisir pour les combats. Rime toujours frais comme un nouveau-né. Je salue tous les téléspectateurs de DBS matin. Je salue toute l'équipe technique pour la brillance et le travail que vous abattez au quotidien. C'est un grand plaisir de me retrouver après tant de turbulences et tout. Vraiment, c'est un grand plaisir. Et surtout quand on parle du Mali, c'est une question qui nous tient à la gorge. Et ce matin, j'espère que les Africains qui nous regardent à travers le monde vont être édifiés et vont recevoir de l'information à la source. Il est 7h02 à Bamako, justement. Bamako, une capitale qui recommencera certainement à vivre après avoir été sous axe ici de l'instance sous-régionale, la CEDEAO, qui lui forçait en quelque sorte la main pour un retour à l'ordre constitutionnel. Voilà, donc les sanctions ont été levées, les résultats, du moins telles sont les conclusions à la fin du sommet, le 61e du genre, tenu à Accra hier. Alors la question que je m'en vais vous poser tout de suite, cher docteur Béni Chris, est-ce que la CEDEAO pouvait-elle faire autrement? Ne jouait-elle pas un peu de sa crédibilité quand on sait que ces sanctions étaient de plus en plus impopulaires au niveau de la population malienne, mais également dans la sous-région? La CEDEAO ne jouait-elle pas un peu sa crédibilité hier à ce sommet? Oui, la question est bien posée et la problématique repose sur la crédibilité même de la CEDEAO qui de plus en plus est remise en cause. Pour preuve, nous avons 3 coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest. Nous avons le Burkina Faso, nous avons le Mali, nous avons la Guinée. Et donc, les 3 coups d'État ont suscité ce qu'on appelle une rupture constitutionnelle. Et ça a entraîné des réactions, mais malheureusement, la CEDEAO n'a pas réagi de la même manière. Donc il y avait 2 poids 2 mesures dans la prise de décision. Pourquoi? Parce que les coups d'État menés au Mali étaient très différents des coups d'État menés en Guinée et au Burkina Faso. Pourquoi? Au Mali, c'est la volonté populaire, le peuple qui a décidé de prendre son destin en main. Le peuple, à un certain moment, a compris que le président Ibeka roulait pour la France. Et pendant que la présence française au Mali n'a pas donné des résultats dans la mission pour laquelle elle était assignée, donc la maîtrise des djihadistes, la sécurisation du Mali, le peuple s'est levé pour revendiquer un droit à l'autonomie, un droit à l'autogouvernement. C'est-à-dire, il fallait à un certain moment rompre avec l'ancien système et avancer. Mais par contre, les réactions maliennes, guinéennes et burkinabées sont des réactions françaises. Au Burkina, par exemple, c'est un coup d'État mené par la France. Parce que la France avait peur que cette montée de la russophilie qui a permis au Mali d'être libre de ces mouvements puisse gangréner les autres pays ouest-africains. C'est comme ça qu'ils ont mené le coup d'État en Guinée-Conakry. Ils ont renversé Alpha Condé qui commençait à tenir déjà un discours panafricain.
il fallait l'enlever vite et mettre quelqu'un qui serait aux ordres de Paris. C'est ce qu'ils ont fait avec le Burkina. Parce que vous avez vu comment les Burkinabés se sont levés pour stopper, n'est-ce pas, ce convoi militaire qui traversait les territoires. Le peuple a montré à Mondovision qu'ils étaient avec les Maliens et qu'ils pouvaient maintenant décider de leur propre sort. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vite compris la léthargie, l'impuissance de Kaboré. La France a dit, si cette gangrène-là prend la populace, ça va être difficile pour gérer la suite. Il fallait faire un coup d'État rapide, ce qu'on appelle le coup d'État de palais. C'est la France qui a mené le coup d'État au Burkina Faso. Et celui qui est là, c'est la France qui l'a mis. Donc le Mali, quelque part, fait parler, fait couler de l'encre. Parce que le Mali navigue à contre-courant des visées impérialistes. Et donc les sommets de la CEDEAO, c'était une remise en cause d'ailleurs de l'institution. Et une mise à jour par rapport au Mali, parce que le Mali a montré à toute l'Afrique et au monde entier qu'elle peut se développer, cette nation peut se développer par elle-même, par sa population, et prendre des décisions qui engagent l'avenir de son peuple. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, la CEDEAO a compris. La CEDEAO est en train de se remettre en cause. La CEDEAO, nous le savons, est aux ordres de Paris. Voyez-vous, la CEDEAO roule pour Paris. D'ailleurs, je suis en train de le démontrer dans mon ouvrage. J'ai dit, nous avons un problème avec les organisations régionales ou sous-régionales parce qu'elles ne représentent pas la volonté des peuples. Nous avons besoin d'une unité politique qui est basée sur l'intégration de peuples dans une dynamique commune qui pourra nous amener à une élévation, à une élévation de la pensée, mais à une affirmation plus haute de l'autonomie de l'Afrique. Donc, vous avez raison de dire ça. La CEDEAO a un problème. Aujourd'hui, nous appelons de tous nos voeux que la CEDEAO comprenne que si elle continue de rouler contre l'Afrique, alors elle aura les Africains derrière son dos. Alors, on sait que ce sommet répondait à un antérieur à lui il y a quelques semaines seulement. Les dirigeants ouest-africains ne s'étaient pas entendus justement sur la question malienne. Certaines voix dissidentes remettaient en cause ces décisions de la CEDEAO. Et aujourd'hui, on pense que, ou alors, vous dites, selon votre première prise de parole, que la CEDEAO, en fait, n'avait pas trop le choix que de lever ses sanctions contre le Mali. Évidemment, la CEDEAO n'avait pas de choix. Pourquoi? Parce que ce qu'il qualifie de junte militaire au pouvoir au Mali a fait des concessions énormes. Voyez-vous? On rappelle qu'ils ont établi la date des élections à 2 ans, donc février 2024 probablement. Ils ont également sorti une loi électorale, toute chose que l'instance sous-régionale demandait. Ce sont le Mali les a en quelque sorte mis à porte-à-faux. Ils ne pouvaient pas faire autrement que de lever les sanctions. Évidemment, puisque la junte, en réalité, ce qu'il qualifie de junte militaire au pouvoir, n'a pas les soucis de se perniser au pouvoir. Le but de cette équipe gouvernementale au pouvoir au Mali, c'est de stabiliser le Mali, c'est de sécuriser le Mali et amener une transition qui pose les bases d'un Mali nouveau, qui sera aux Maliens, avec les conditions propices à la paix, au développement. Et ça, c'est l'objectif. Ils ont compris. Ils ont compris que tout le monde était contre eux. Voyez-vous, vous avez, d'ailleurs, je pense qu'on va évoquer l'ONU qui a voté le renouvellement de son mandat au Mali sans le consentement des Maliens. Donc nous sommes dans une dictature internationale qui ne dit pas son nom. Vous êtes au Mali depuis des années, vous n'avez pas sécurisé ce pays, vous n'avez pas contribué à former les FAMA, les forces militaires maliennes, vous n'avez rien fait pour aider les populations maliennes à se sentir chez eux. Vous avez contribué à piller ce pays. Et aujourd'hui, quand le Mali veut prendre son envol, son destin en main, vous êtes là pour contrecarrer. Et vous votez même la pérennité de votre mission au Mali sans le Malien. Alors là, je pense que les Africains doivent réagir
et comprendre. Je pense que dans le développement, je vais entrer plus loin pour évoquer tous ces problèmes-là. D'accord. On note que c'est un sujet qui a déjà été mis sur la table de ce débat. La MINUSMA a renouvelé pour 1 an au Mali, mais justement c'était une petite victoire malienne quand même parce qu'elle a réussi à y inclure et à extraire justement des résolutions ou alors des clauses qui ne l'arrangeaient pas, notamment le survol aérien de la France a été banni de cette résolution et le Mali est resté ferme sur cette position-là. Patient Pafendon, bonjour et bienvenue. Je vous accueille à chaud. Vous avez regardé le sommet de la CEDEAO hier et vous avez certainement applaudi les résolutions qui en sont sorties. La CEDEAO, un peu la mort dans l'âme, pouvait-elle faire autrement que de lever les sanctions au Mali? Bonjour cher Rim, bonjour au docteur Bénécris et à tous les nombreux téléspectateurs. Bon, on va aller vite. Effectivement, il faut faire un effort d'analyser la situation. Il faut d'abord partir de la situation mondiale, globale, avant de revenir à la situation de la sous-région CEDEAO et peut-être la situation au Mali. Sur le plan mondial, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'Occident a une difficulté. Elle a une difficulté sur le plan militaire parce que malgré toutes les armes que ce bloc autant de l'OTAN a pu envoyer à M. Zelensky au niveau de l'Ukraine, de jour en jour, on voit comment la Russie déploie méthodiquement, mais fermement, n'est-ce pas, son agenda et va de victoire en victoire en prenant les villes. La dernière en date, c'est Lysychansk, qui comble une bonne partie du Donbass déjà et elle progresse. Dans l'état de Lugansk, n'est-ce pas, dans le Donbass, est déjà totalement libéré. Il va rester certainement de Donetsk. Et là aussi, ça va être peut-être quelque chose qui va se produire très rapidement. Et ça met en porte-à-faux, n'est-ce pas, l'information, j'allais dire la propagande occidentale qui tentait à démontrer que avec cet envoi d'armes-là, l'Ukraine est en train de résister et leur opinion commence à questionner la validité de la force de l'OTAN vis-à-vis de la Russie sur le plan militaire. On a déjà une première défaite. Sur le plan économique, des sanctions ont été prises contre la Russie et ces sanctions avaient pour vocation de mettre complètement à genoux la Russie. Je me souviens encore de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, qui disait bon, il faut quelques semaines, après on ne parlera plus de cette affaire-là. Au contraire, c'est l'effet boomerang qui s'est produit et le rouble, par exemple, ne s'est jamais autant mieux porté qu'aujourd'hui et la Russie décale même le jeu en essayant de construire avec les BRICS un nouveau pôle économique qui ne dépend pas totalement de l'OTAN, de l'Occident. Plus grave, le processus de dédollarisation n'est plus une chimère, c'est quelque chose qui vient à grands pas et qui va bouleverser complètement l'ordre économique mondial, mais même sur le plan commercial. Donc, ça, les États-Unis en sont conscients. Au sein des États-Unis même, alors où nous parlons, il y a des dizaines d'États aux États-Unis qui sont pratiquement déjà en faillite. Je vous prends le cas de l'État de Pennsylvanie qui est pratiquement en faillite. Il y a des villes aux États-Unis qui sont totalement en faillite. Il y a des licenciements dans des domaines qui font partie du cœur, n'est-ce pas, de l'ADN américaine, c'est de la sécurité. Il y a des policiers, n'est-ce pas, des comtés qui sont complètement licenciés parce que l'État ne peut plus fournir ces services-là. Donc, les États-Unis ont un gros problème et avec cette crise ukrainienne, ils ont tapé dans leurs réserves pour livrer du gaz à l'Europe, pour livrer du pétrole à l'Europe. La plupart même de ce gaz qui est livré en Europe fait partie d'une extraction des gaz de schiste. Donc, ça repose même la question de la volonté de l'Occident de combattre le réchauffement climatique, dont on a vu les conséquences encore dernièrement dans un pays comme l'Australie, avec les inondations hors normes, et les gens se posent la question où est-ce qu'on va. Bon. Donc, il y a donc ce tableau-là sur le plan international. Maintenant, sur le plan africain et celui de la CEDEAO, qu'ont produit les sanctions de la CEDEAO? Les sanctions de la CEDEAO ont produit, une fois de plus, le réveil, n'est-ce pas, des peuples africains de la sous-région Afrique de l'Ouest. Deux pays ont été, sont encore durement frappés par ces sanctions. C'est le Sénégal et c'est la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, pourquoi? Le Sénégal parce que 70% des importations maliennes partaient du port de Dakar. Quand vous coupez
complètement la frontière et vous estimez que ces importations ne sont plus importantes, même quand certains camions se sont faufilés entre les mailles, n'est-ce pas, de ce dispositif sécuritaire qui fermait la frontière entre le Sénégal et le Mali, vous avez vu la CEDEAO revenir la charge pour gronder, quoi, et dire au Sénégal, si vous continuez comme ça, vous-même, il y a des sanctions qui vont être opposées contre vous. Donc, les populations sénégalaises se sont vues pris dans un taux terrible, c'est-à-dire à cause des sanctions. Donc, ils ne voient pas très bien. Ils ne comprennent pas la pertinence. La pertinence. Sur le plan économique, ils commencent à suffoquer. Donc, ils disent à leurs dirigeants, mais oh, arrêtez ça, vous allez où? Nous allons plomber complètement notre économie. Vous avez vu souvent des rangées, des centaines, voire des milliers de camions bloqués aux portes du Mali. Ils ont dit, mais ça ne va pas là. La Côte d'Ivoire, qui commerçait aussi, évidemment, avec le Mali, nous aussi, les commerçants, de son côté, les commerçants ivoiriens commencent à se poser des questions comme, finalement, c'est quoi cette affaire-là? Même la Tchéquie, qui était un élément qui était prisé dans la sous-région, les vendeurs d'Atchéké étaient obligés de faire le détour. Surtout en Côte d'Ivoire. Pour passer, non, de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire c'est le règne d'Atchéké, mais la Côte d'Ivoire de plus en plus exporte de l'Atchéké dans la sous-région. Donc, ils étaient obligés de passer par la Guinée pour faire parvenir leurs marchandises au niveau de Mali, avec les coûts que vous pouvez imaginer, n'est-ce pas? Donc, la grogne sociale au sein de cette sous-région devenait quelque chose de très très dur et dont les manifestations les plus violentes se sont encore fait voir dernièrement au Ghana. On n'a pas beaucoup à parler. Au Ghana, il y a eu une grogne sociale avec des manifestations qui demandaient le départ de Nana Akufo-Addo. La semaine passée, il y a eu des morts. L'armée a tiré à balles réelles. Donc tous ces États-là tremblent. Personne n'est assis en réalité sur des convictions fermes que l'opération de ces sanctions contre le Mali est une bonne chose. Et curieusement, il y a 2 ou 3 pays, eux qui tirent leur épingle du jeu. Le premier grand bénéficiaire de tous ces ramdames-là, en fait, qui obéissent au doigt à l'œil, ce sont des injonctions qui sont venues d'ailleurs, c'était la Guinée-Conakry. Or, la Guinée-Conakry fait partie des pays dont cette réunion, la CEDEAO, était censée taper violemment sur les doigts pour que, soi-disant, ils se remettent dans le droit chemin. Mais on connaît déjà la position de Doumbia par rapport à cette non, la CEDEAO. Donc, nous avons une situation internationale qui n'est pas du tout favorable à l'exclusion des tiers sur le plan économique dans un espace donné, comme c'est le cas de la CEDEAO. Nous avons une situation régionale qui n'est pas du tout en accord avec les décisions des chefs d'État où certaines populations de cette sous-région demandent même d'où sortent ces chefs d'État et qu'il faut tout faire pour les remplacer le plus rapidement possible parce que ça ne va pas. On n'a pas beaucoup parlé du Nigeria, qui a aussi sa propre contrainte. Vous avez suivi dernièrement le shutdown complètement en ce qui concerne le transport de l'énergie électrique pour alimenter certaines villes nigériennes qui sont complètement aujourd'hui dans le noir. C'est complet. Donc, il y a une accumulation, n'est-ce pas, de difficultés sur le plan économique et social qui ne permettait plus qu'un pays tiers qui est en train de s'organiser, qui est en train de régler un problème qui était devenu une véritable difficulté endémique à son sein de la question de la sécurité et qui est en train de relever son économie et que ce soit ce pays-là qui soit aujourd'hui victime de toutes ces sanctions tellement idiotes, illégales et illégitimes, ça fait prendre conscience à plus d'un qui ont commencé à dire à l'échelle de l'État, arrêtez avec ce cinéma. On peut parler loin avec ça. Maintenant, par orgueil, parce qu'on savait qu'ils ne peuvent plus tenir très longtemps, ils vont lever ces sanctions. Mais par orgueil, ils ont essayé de mettre des clauses du type il ne faut pas que les éléments de cette jeune militaire participent aux élections à venir qui a été prévue par la nouvelle loi électorale. Donc cette feuille de route là, qui a été publiée par le mouvement de transition au Mali. Bon, ça ce sont des, j'appelle ça les derniers soubresauts de la farine. Parce que je ne vois pas concrètement qui va empêcher Assimi Goïta d'être candidat à une élection au Mali. Moi, je ne vois pas comment ça va se passer. Même s'il faut passer par Milan Tourlou, si Assimi Goïta aujourd'hui, avec le crédit qu'il a, décide d'être candidat à l'élection au niveau du Mali, je ne vois pas qui va l'en empêcher. D'ailleurs, la loi électorale a une clause justement qui ouvre cette possibilité. Il n'aura qu'à déposer son treillis pour se présenter sans aucune autre forme de complication. Donc, je pense que nous sommes là à l'aboutissement d'un bras de fer.
d'une lutte où les principaux commanditaires de ces sanctions n'ont pas tenu compte d'une analyse concrète de la situation concrète et sur le plan de l'État malien. On a vu le peuple être complètement soudé avec son gouvernement, avec ces jeunes officiers de l'armée qui ont décidé de prendre à bras le corps le destin, mais aussi qui n'ont pas pris en compte un certain nombre d'agrégats économiques et de réalités économiques dans leur sous-région qui mettaient vraiment en difficulté, qui étaient complètement en déphasage, n'est-ce pas, avec les sanctions qui étaient prises. La fin du mouton arrive à grands pas en Afrique. Vous savez que, heureusement, et c'est là où le gouvernement de transition malien a fait preuve d'élégance, ils ont dit, pour nos frères, malgré l'hérésie de leurs sanctions que nous frappent, nous demandons à nos éleveurs de moutons et exportateurs de moutons que nos frontières seront ouvertes pour livrer du mouton et à la Côte d'Ivoire, qui est un grand consommateur du mouton malien, et au Sénégal, qui est aussi l'un des grands consommateurs de ce mouton. Et ça, ce sont des signes, sur le plan symbolique, qui marquent beaucoup des populations. Bien sûr. Alors qu'ils se disent, mais, finalement, nous ne sommes pas en face des gens qui ont le couteau entre les dents, mais plutôt des frères qui comprennent notre préoccupation, surtout dans une ère géographique où l'islam est très présent et où la symbolique de la fête du mouton est quelque chose de très fort. Donc, je crois que tout ça mis ensemble a mis tellement en difficulté les Nana Akufo-Addo et ces faucons là, Alassane Ouattara, au point où vous avez vu... C'est ça. Addo, bien sûr. C'est sur cette non seulement qu'il a fait campagne, même s'il après il a régné Draman, il s'appelle Alassane Ouattara, mais on a vu faire campagne pour le présidentiel avec le nom de Alassane Draman Ouattara. Au point où je peux vous dire qu'une information a fuité où il ne voulait plus de la rotation à la tête de la CEDEAO et voulait reconduire Nana Akufo-Addo à la place du président de la CEDEAO pour éviter que ce poste revienne à Sissoko Embalo, le président de la Guinée-Bissau, qui lui est plus ouvert aux négociations, n'est-ce pas, et un peu plus complice et de Assimi Goïta et de Doumbia. Mais malheureusement, là encore, ils ont été battus. Cette bataille qui s'est passée en coulisses sur le plan diplomatique en off, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une bataille très rude. Bien sûr. Et qui a poussé le président nigérien... Mohamed Bazoum. Non, Mohamed nigérien. Bouhari. Bouhari nous dit non, il ne faut pas transgresser ce principe qui nous régit. Il n'est pas question que quelqu'un rempile une seconde fois alors que son mandat est déjà arrivé à échéance. Donnons, comme on l'avait prévu, la place au président de Guinée-Bissau. Et je peux vous dire que c'était une grosse victoire sans que les gens clairont là-dessus, n'est-ce pas, de cette avancée, la détermination de la résistance africaine. Une victoire donc pour l'Afrique. La CEDEAO, taxée de caisse de résonance de ces puissances occidentales, perd peut-être du terrain. En tout cas, le Mali s'en sort à bon compte. Quelle est votre réaction depuis la sortie justement de cette nouvelle résolution qui donne à l'économie malienne un peu d'air? Ouverture des frontières, dégel des comptes avec effet immédiat. Telles sont les conclusions du 61e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu hier à Accra. On va faire un tour dans le passé. Le 15 mai dernier, le Mali justement annonçait sa fin ou alors sa non-participation dorénavant à la force conjointe du G5 en Sahel. Elle invoquait alors des questions de manque ou de perte d'autonomie de cette institution. On rappelle pour les faits qu'elle se voyait alors refuser la présidence tournante de cette institution alors qu'elle devait l'avoir. Est-ce que la CEDEAO justement par le fait de cette levée de sanctions a eu peur pour sa survie également? La CEDEAO, et si c'est la question, peut-elle vivre sans le Mali? Non, en réalité, de la même manière qu'on a compris que sans le Mali, le G5 Sahel était mort, de la même manière, sans le Mali, la CEDEAO n'existe plus en réalité. Mais la question qu'il faut poser est de savoir à quoi nous servent les organisations régionales et sous-régionales. C'est ça la grande question. La CEDEAO sert quoi? Sert à quoi dans l'Afrique de l'Ouest? Je vous rappelle que j'ai vécu en Afrique de l'Ouest pendant beaucoup d'années. J'ai vécu ensemble avec les Ouest-Africains
donc je connais les conditions de vie des Ouest-Africains. Je sais ce que la CEDEAO a contribué, parce qu'il ne faut pas abattre son chien parce qu'il a la rage. Il faut aussi se souvenir des fois où il a attrapé un voleur. La CEDEAO a contribué à beaucoup de choses que la CEMAC n'a pas fait en Afrique. Ça, il faut qu'on se le dise. En tant qu'homme politique, je pense le dire tout haut. Par exemple, quand vous regardez l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un problème de frontières. Il y a un passeport de l'UEMOA. Il y a, j'ai parti du Mali, Burkina, j'ai parti partout. Il n'y a pas un problème de voyage. Il y a les autoroutes, il y a tout. Et les organisations sous-régionales ont contribué énormément à cette avancée. Bien sûr. Les échanges entre les pays de l'Afrique de l'Ouest que nous n'avons pas ici en Afrique centrale. Donc, quelque part, il faudrait reconnaître les avancées qui ont été faites du côté de l'Afrique de l'Ouest que nous n'avons pas ici en Afrique centrale. Voyez-vous, déjà quitter le Cameroun, un pays que je maîtrise bien, pour aller au Congo-Brazzaville, un pays voisin, c'est une casse-tête. Aujourd'hui, on réclame, par exemple, aux Congolais de Brazzaville, un laissez-passer spécial pour entrer au Cameroun. Un pays, c'est MAC. C'est tellement aberrant, vous n'avez pas l'information, je vous la donne. Donc, les avancées qui ont été enregistrées en Afrique de l'Ouest ne l'ont pas été constatées ici, en Afrique centrale. Vous voyez, ils ont vraiment évolué. Même sur le plan des échanges, même sur le plan de l'intégration sous-régionale, ces gens ont réussi quand même cette intégration-là. Et moi, j'ai regardé en tant qu'homme politique, en tant que visionnaire politique, en tant qu'écrivain journaliste, j'ai observé ces avancées, j'ai loué cette observation. Mais seulement, à la base, autant ça a contribué à l'intégration de cette partie de l'Afrique, autant des questions commençaient à se poser. Qui est derrière ça? En réalité, lorsqu'il y a ouverture des frontières et tout, qui sont les bénéficiaires? Ce sont les multinationales qui échangent. Comme je le disais encore hier, sur une chaîne étrangère, je disais, il faudrait comprendre que l'Afrique n'est pas victime des sanctions pesées contre la Russie. Par exemple, sur le blé, les victimes, ce sont les Occidentaux. Je pense que Parfendom l'a dit. Parce que les gens qui vont souffrir de cette affaire-là, c'est des gens qui fabriquent la bière. Vous savez que la bière, c'est le blé, le blanc et tout. C'est pas l'Afrique. Voyez-vous? Et on nous vante chaque jour des conneries, soit disant que l'Afrique va souffrir de tout ça. C'est pas nous. Ce sont les multinationales. Et donc, ce sont les multinationales qui ont bénéficié de cette intégration sous-régionale ouest-africaine qui a permis non seulement la création de cette zone de libre-échange, non seulement la libre circulation de biens et de personnes, Mhm. mais beaucoup d'échanges entre pays de la sous-région, qui a beaucoup contribué à l'émergence même du marché ouest-africain. Savez-vous que le franc CFA de l'Afrique centrale, je prends 10 000, j'arrive à Abidjan, C'est pas la même chose. tu arrives là-bas, on te donne 9 000, Bien sûr. 8 000. Parce que le poids économique même de la monnaie, c'est pas la même chose. Le poids du marché ouest-africain et le poids du marché l'Afrique centrale n'est pas la même chose. Donc, ce sont des données qu'il faut enregistrer. Par contre, lorsque vous avez vu l'instrumentalisation de tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest par la France, en l'occurrence, et certaines autres puissances occidentales, ça frôle la ridicule. Pourquoi? Vous dites que vous êtes démocrate, des pays démocratiques, des pays des droits de l'homme. Le peuple malien en a ras-le-bol. Le peuple malien se lève, prend son destin en main. Tout le monde condamne le Mali. On se pose la question de savoir à quoi sert la démocratie. Puisque si la démocratie est la volonté du peuple par le peuple pour le peuple, quand le peuple malien en majorité se lève pour soutenir son gouvernement et décider de son lendemain, je pense que le monde entier, y compris les États-Unis, devait soutenir le Mali. Mais là n'est pas le problème. Le problème est un conflit géostratégique, géopolitique, mondial, comme le disait encore Parfait. C'est la guerre entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Le fait d'attaquer la Russie, ce n'est pas la Russie qui est la cible. Parce que beaucoup ne le savent pas, hein, en réalité. Et j'apporte encore là l'information. La cible majeure de la guerre contre la Russie, c'est la Chine. La Chine inquiète plus que la Russie.
la Chine inquiète l'Occident plus que la Russie, parce que la Chine, c'est la première économie mondiale. Et la Chine a des alliés stratégiques très puissants, comme la Russie, l'Inde et les autres. Pour toucher la Chine, il fallait d'abord déstabiliser la Russie. Et pour déstabiliser la Russie, il fallait toucher à sa source, qui est l'Ukraine. Voyez-vous, ça c'est la géostratégie, ça c'est la géopolitique. Et qui touche le Mali, pardon, qui touche la Russie, parce qu'indirectement le Mali, la Centrafrique et les pays africains, ce sont les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Les États-Unis d'Amérique assurent la sécurité de l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr. Voyez-vous, avec les plans Marshall. Voyez-vous, les États-Unis, les pays européens sous-traitent leur propre sécurité. Les pays européens sont incapables de s'auto-protéger, de s'auto-gouverner. Parce qu'en réalité, ce sont les États-Unis et les institutions financières internationales qui imposent le leadership européen. D'ailleurs, les langues se délient aujourd'hui. Vous suivez les chaînes internationales, il y a des gens qui les disent à haute voix. J'ai suivi hier, par exemple, dans un débat où j'ai participé à une chaîne internationale avec un général de l'armée français qui a dit que la France n'est pas indépendante militairement, même économiquement. Nous devons reprendre le contrôle de notre sécurité. Parce que ce sont les États-Unis qui mènent la danse. Voyez-vous ça? Donc, si ces pays-là ne sont pas auto-dépendants, ils ne sont pas capables d'assurer leur propre sécurité, on se demande qu'est-ce qu'ils foutent donc en Afrique? Voyez-vous, la France, par exemple, qui a été au Mali pendant des années, qui a contribué à l'excroissance du djihadisme et du terrorisme, non seulement au Mali, mais en Afrique, la France elle-même, non seulement elle a été libérée par les troupes africaines et américaines, mais la France elle-même, sécuritairement parlant, est nulle. On ne peut même pas en parler. C'est un pays sous-développé. D'ailleurs, la sécurité pour l'Europe en général est revenue à l'ordre du jour lors du dernier sommet européen. Voilà. L'intervention russe en Ukraine a permis de montrer toutes les failles de cette sécurité-là. Et donc, ils ont décidé, chacun dans leur pays respectif, de remonter en Allemagne, par exemple, le budget militaire sera rehaussé de 2%. Alors, pour revenir justement à la question malienne, est-ce que justement, dans cette levée de sanctions, c'était ça la question, la CEDEAO ne joue pas un peu sa survie? Est-ce que le Mali aurait pu menacer la CEDEAO de sortir un peu comme elle a fait lorsqu'elle a remarqué la non-autonomie du G5 Sahel et a claqué la porte, et quelques heures plus tard, le président Bazoum annonçait la fin du G5 Sahel? Je vous ai dit que le Mali avance avec conscience. Je vous ai donné ici les avancées qui ont été enregistrées du fait de ces institutions-là en Afrique de l'Ouest. Le Mali est parti du G5 Sahel parce que c'est une fabrication de la France et tout, mais le Mali n'est pas parti de la CEDEAO. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des avancées énormes. Il y a des liens économiques énormes qui avantagent le Mali et les autres pays. De par les échanges, la libre circulation des personnes et tout. Donc le Mali sait ce qu'il fait, voyez-vous. Maintenant, le problème c'est de savoir, la CEDEAO, instrumentalisée aujourd'hui par l'extérieur, joue contre l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. La CEDEAO, instrumentalisée par la France, doit tout faire pour empêcher. Ce n'est pas la CEDEAO en tant qu'institution née des aspirations profondes des peuples, mais en tant que personnel établi par le concubinage relationnel international pour saper l'élan et la volonté des peuples d'Afrique de s'émanciper de ce dictat international qui n'a fait que trop durer. C'est ça le problème qui est là. Maintenant, est-ce qu'il faut bannir la CEDEAO? Est-ce qu'il faut bannir parce que la CEDEAO est en train de jouer contre le développement même? Je pense que Parfait était très brillant quand il a expliqué les conséquences de ces sanctions. Ça n'a pas seulement touché le Mali, ça a beaucoup touché plus d'autres pays voisins que le Mali. Donc, ce sont des sanctions contre-productives. Maintenant, la vraie question, il faut revenir à la source. La source, c'est quoi? La source que nous l'avons toujours fait, la source, c'est que la volonté de voir l'Afrique s'emietter institutionnellement n'est pas la volonté première des pères fondateurs du panafricanisme africain. En 1963, lorsqu'il a été créé l'Organisation de l'Unité africaine,
la volonté première de père fondateur, c'était l'intégration politique continentale. Ce n'était pas l'emmiettement. L'emmiettement que vous voyez là, c'est le fruit de la France. Qu'en Afrique, nous ayons CEMAC, en Afrique de l'Ouest, CEDEAO, UMOA, de l'autre côté la SADC, de l'autre côté, c'était la volonté impérialiste visant à diviser l'Afrique, qui a été, n'est-ce pas, perroquetée par Senghor. Souvenez-vous encore de la phrase célèbre de Senghor. Senghor a dit, pour contrecarrer Africa Must Unite de Kwame Nkrumah, il a dit, c'est vrai, nous voulons bien l'unité. C'est vrai, nous voulons bien l'unité. Mais il serait mieux que l'Afrique puisse s'unir de manière concentrique. C'est-à-dire, chaque région doit avoir une organisation autonome. Et ainsi, nous allons nous avancer, nous développer. C'est-à-dire, c'est l'infantilisation du continent africain. Donc, c'est vrai qu'on a des avancées de l'UMOA, de la CEDEAO, de ces côtés-là, sur le plan économique, que nous n'avons pas en Afrique centrale. Vous avez vu d'ailleurs la volonté de cette organisation de sortir de la zone CFA. Avez-vous vu un seul président de la CEMAC, l'Afrique centrale, qui a pris parole pour dire qu'on veut la fin du franc CFA? Personne. Ni les Camerounais Paul Biya, ni les Congolais Sassou Dengues, ni Obiang, personne. Ils sont restés là, poum, sauf Idriss Déby. Paix à son âme. Vous voyez? Donc, ça dit que l'Afrique de l'Ouest a avancé, a évolué. Mais la vérité, c'est que toutes ces organisations sous-régionales sont les faits, non pas de l'aspiration première de l'idéal panafricain que nous défendons corps et âme, mais de la volonté des impérialistes d'emmiéter, de diviser l'Afrique et de lui empêcher de parler d'une seule voix, d'avoir une seule monnaie, une armée, pour pouvoir, n'est-ce pas, nous auto-développer et affirmer notre existence en tant que peuple. C'est de ça qu'il s'agit, M. Rim. Merci, Dr Béni-Chris. Vous regardez DBS Télévision, le programme DBS Matin. Vous avez la parole, vous aussi, à travers notre page digitale DBS TV. C'est sur Facebook. Quelle est votre réaction? Quels sont vos avis après cette levée de sanctions au Mali? Laissez-nous vos avis justement en commentaire. On se fera le plaisir de les partager avec le reste de l'Afrique. Le président Assimi Goïta est en exercice depuis pratiquement 1 an et 6 mois déjà. Depuis 6 mois, son pays est littéralement était littéralement asphyxié par ces différentes sanctions. Maintenant, elles sont levées, carte blanche, les mains libres. À quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines? Il a 2 ans encore pour organiser la transition. Le Mali va décoller littéralement, vous pensez? Je pense que le Mali va poursuivre sa marche en avant. C'est ça qui est plus intéressant. Et cette marche en avant qui a pour quête ultime la réappropriation de la souveraineté de Mali. Le Mali veut bien coopérer avec le monde, avec tous les États, avec tous les pays frères qui sont dans sa sous-région au niveau de notre continent, mais le Mali n'entend plus accepter le diktat de qui que ce soit, ni des pays frères, ni des institutions internationales. Et c'est ça qui est la chose la plus importante à retenir. La levée de ces sanctions, au-delà d'un acte de réel politique, est aussi le fruit d'une évaluation de la situation, de la réaction des populations africaines qui, de plus en plus, avec cet entêtement de la CEDEAO poussé par ces faucons, de punir absolument le Mali qui est sorti, n'est-ce pas, de la voie tracée par leurs maîtres occidentaux, on finit par retourner, que je vous l'ai dit, c'est très intéressant, les opinions africaines contre cette institution et certains de ses dirigeants. On finit par retourner les opinions africaines contre certains leaders, pays leaders de l'Occident, dont ils percevaient la main cachée dans tout ce grand manège, comme de véritables marionnettistes qui sont cachés sous la table et qui font agiter la petite marionnette qui était devenue finalement la CEDEAO. Et les décideurs de la CEDEAO en ont pris conscience. Et il y a mieux. Lors de la dernière réunion du G7 Sahel, d'abord je vous dis deux retours en arrière. Premièrement, les Américains sont défaits en Afghanistan, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Ils sont obligés de partir de l'Afghanistan la queue entre les jambes.
Et après 20 ans de présence, et une mobilisation militaire, financière hors norme, et les populations occidentales se posent des questions, mais surtout américaines, mais finalement, c'est quoi ce bilan? Mais surtout la manière catastrophique avec laquelle les États-Unis vont partir de l'Afghanistan. Qu'est-ce que Biden leur répond? Oui, c'est vrai, on vient de découvrir des minéraux stratégiques en Afghanistan, comme le lithium. Mais ne vous en faites pas, il y a l'Afrique. Ça semble un détail, mais ça vaut son pesant d'or. Ne vous inquiétez pas, chers compatriotes, nous avons encore l'Afrique. Alors, cette Afrique-là qu'ils ont encore, c'est quoi? C'est une Afrique où, de nouveau, sans qu'ils ne se rendent compte, il y a des résurgences de nationalisme, des résurgences de patriotisme qui remettent en question et en cause la manière dont l'Afrique a toujours été gérée et qui en a d'ailleurs fait le ventre mou de la géopolitique mondiale par les tenants du pouvoir et qui permet à l'Afrique aujourd'hui de chercher, de basculer quoi, de commencer à chercher de nouveaux partenaires dans l'accompagnement de la reconquête de sa souveraineté. Donc les États-Unis ne sont pas bêtes. Les gens du G7 Sahel se réunissent. Donc, première conséquence, la France qui était le contre-maître dans cette sous-région n'a pas bien fait son boulot. Le G7, l'agence du G7 se réunit. Et le G7 décide qu'elle va investir 600 milliards de dollars sur notre continent pour contrer l'influence chinoise et russe sur le continent, sur notre continent. Mais le prétexte était désenclaver l'Afrique. Le prétexte, oui, en disant que les investissements chinois, en réalité, on investissait sur les gens qui étaient de véritables dictatures, ils seront un peu plus amènent maintenant à avoir un droit de regard pour aider le peuple africain à se sortir de ce développement en désenclavant justement l'Afrique. Mais ils viennent donc à la rencontre de quelle Afrique? Ils viennent donc à la rencontre d'une situation en Afrique où les gens de plus en plus sont conscients du fait que leur niveau de pauvreté, leur niveau de misère n'est que la conséquence de la manière dont justement cet Occident a géré le monde en général et a géré l'Afrique en particulier. Donc ils ne viennent pas dans un espace où ils seront accueillis en amis. Au contraire, ce sont les griefs qui les attendent. Donc il faut donc essayer de désamorcer la bombe. Parce que la situation malienne était une véritable bombe qui devait éclater tôt ou tard et irradier complètement sur tout notre continent. En fait, c'est une véritable bombe, pas que c'était. Non, non, je suis dans l'explication. Pourquoi? Et parce que le Mali commençait déjà à envisager, et tout le monde le sait, parce que poussé, n'est-ce pas, dans un cul-de-sac, à se dire, si au niveau de la CEDEAO, je n'ai plus la possibilité de faire valoir mes droits en tant que membre de la CEDEAO, peut-être il est grand temps qu'on commence à penser à une autre union. Et vous avez vu, les gens ont commencé à dire pourquoi ne pas faire une union entre la Guinée-Conakry, le Mali... La Guinée-Conakry qui est d'ailleurs l'un des seuls pays à avoir laissé ses frontières ouvertes avec le Mali lors de ses census. Évidemment, Rim. Évidemment, Rim. Yes. La Guinée-Conakry, le Mali et l'Algérie, qui sont comme aujourd'hui, n'est-ce pas, des alliés par excellence. Donc les gens commencent à se poser la question, et attention, si cela arrive, qu'est-ce que cela va produire? Une cassure de la CEDEAO. Si la CEDEAO split, ça veut dire qu'on donne la possibilité à une autre organisation sous-régionale de voir le jour, mais surtout qui ne sera pas totalement soumis au diktat du monde capitaliste néolibéral. Donc, ailleurs, les gens réfléchissent, ils se disent, attention, continuons de le contenir. Mais maintenant, au sein de la CEDEAO même, les rapports de force sont en train d'être inversés. Les tenants de l'ordre dominant capitaliste néolibéral n'ont plus le vent en poupe. Il y a de plus en plus de voix qui émergent, même insoupçonnées comme c'est le cas du Togo, qui disent mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer comme ça parce que là où nous allons lentement mais sûrement vers l'implosion complètement de notre entité sous-régionale. Donc voilà ces éléments-là mis de bout en bout qui peut expliquer ce que nous considérons pour nous comme une victoire parce qu'elle est, d'autant plus que nous avons fortement résisté, mais qui peut aussi être une démarche tactique, n'est-ce pas, du bloc occidental pour déminer une bombe qui était sur le point d'exploser et créer des dégâts hors normes. Une sorte de repli stratégique qui a engagé justement ces compromis. Voilà. Mais surtout, ces situations créées par ces sanctions commençaient déjà à mettre en mal
n'est-ce pas, les États qui soutiennent leur démarche. Je veux dire, les décideurs qui soutiennent leur démarche. Comme c'est le cas du Ghana, hein, on avait Nana Akufo-Addo, dont je vous ai dit qu'il y a eu des violentes manifestations la semaine passée et qui ont créé des dégâts énormes. Donc là, dans l'opinion de tous ces États-là déjà, on commence à questionner cet alignement systématique, n'est-ce pas, et quasi, j'allais dire, aveugle de leurs dirigeants sur des positions occidentales qui sont contre-productives au niveau de notre continent. Bazoum, du Niger, en est l'expression vraiment la plus aboutie des atermoiements de ces gens-là qui, hier encore, étaient complètement alignés sur les positions occidentales, mais qui, au vu des réalités et des contraintes locales, sont en train de danser cette danse de cha-cha-cha, je ne sais pas, la danse mafia, et qui explique justement ces atermoiements et peut-être cette décision de dire peut-être qu'il est temps comment expliquer, de passer la température. Comment expliquer justement la position du président Bazoum? On sait que le Niger et le Mali ont pourtant eu par le passé et par l'histoire de forts liens. Comment expliquer que ce soit le président Bazoum qui a eu quand même dans cette clique de chefs d'État les mots les plus durs concernant les sanctions contre le Mali? Mais c'est le problème des militants de gauche qui, par le biais des accords souvent léonins, arrivent au pouvoir. Parce qu'ils sont obligés de continuer de donner des gages de leur loyauté. De leur loyauté vis-à-vis de ceux qui les ont fait roi. Au point où ils se sont obligés d'aller de réunion en réunion et produire des choses incroyables comme celle que l'attitude du président Bazoum. Mais l'attitude du président Bazoum, je crois qu'elle s'est heurtée à une autre réalité. C'est que les peuples du Mali et les peuples du Niger sont des peuples frères. L'opinion malienne et nigérienne commençait à se retourner totalement contre son exécutif au pouvoir actuellement. Et ça, je peux vous dire que souvent... D'ailleurs, ils ont même tué. Le peuple. Et c'est le cas, n'est-ce pas, dans le jargon diplomatique. Souvent, les gens disent une chose, mais en réalité, ils savent qu'ils sont les faux aux fesses. Et quand vous êtes dans l'intimité, vous les écoutez, ils vous disent, on nous pousse à le dire, mais nous ne tenons plus debout. Nous ne tenons plus debout. Et je crois que c'est cette réalité-là qui a obligé cette réelle politique, n'est-ce pas, la CEDEAO, à aller dans ce sens de la levée totale des sanctions. Bon, écoutez, ils ont levé les sanctions. Toutes les sanctions, même les sanctions qui frappaient le Mali sur le plan financier. Alors, bien sûr, bien sûr. Ça vous dit que vraiment là, c'est comme une espèce de... Non, le coach a jeté l'éponge pour que son poulet arrête le combat. C'est un chaos debout. C'est réellement un chaos debout. Erin, excusez-moi de vous le dire, vous devez être fiers en ce jour. Cette victoire-là, c'est aussi votre victoire. Parce que vous avez participé dans un travail de pédagogie, de conscientisation, d'éducation des masses, qui ont permis à ces masses-là de se mettre vent debout pour dire à leurs dirigeants, surtout dans ce sous-région, mais dans toute l'Afrique, que nous n'acceptons plus ces conditions, n'est-ce pas, ces traités inégaux, cette condition d'aplaventrisme vis-à-vis du diktat de l'Occident. Nous ne l'acceptons plus parce que nous voulons aussi vivre. Que pensez-vous? Ce que vont dire les populations nigériennes aujourd'hui, dont vous voyez tout le monde applaudir un peu la France en disant « Ah, vous au moins, vous avez conservé vos centrales nucléaires. » Mais centrales nucléaires dont le jeu vient de nous, du Mali, du Niger, qui nous croupit dans la misère. Mais attendez, donc il y a un certain nombre de faisceaux et j'allais dire d'indices, mais surtout de réalités, que mis bout en bout dans l'analyse, mettait très en difficulté. C'est M. de la CEDEAO qui était obligé, n'est-ce pas, de jeter l'éponge et de comprendre qu'il y a une certaine réalité qui est en train de s'opérer. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer ce combat. Nous allons continuer à pousser dans la direction des intérêts de nos peuples et de notre continent. Parce que de toute façon, nous n'avons pas de choix. Le monde aujourd'hui nous a ouvert les yeux. Même les aveugles finalement voient aujourd'hui. Si vous n'êtes pas dans une dynamique de construction, mais surtout de protection de vos intérêts, ça veut dire que vous n'êtes pas à la place qu'il faut comme décideur de notre continent. Mais je dis une fois de plus, bravo à la dynamique et à la réaction médiatique et j'allais dire cette résistance incroyable qui est en train de battre complètement en brèche l'ancien ordre établi où ce sont les médias mainstream qui agissaient de manière, j'allais dire, condescendante, avec beaucoup de morgue, avec beaucoup de suffisance dans notre
dans notre continent, de plus en plus, vous avez des gens qui vous disent que sans DBS matinale, je n'ai pas ma matinée. Et c'est pour ça que je me suis fait taper sur les doigts par ces fans de DBS matinale. Je pense surtout à nos retraités qui disaient, mais vous êtes notre petite insuline du matin. Quand on ne prend pas, n'est-ce pas, DBS matinale le matin avec rime, nous sommes dans la situation, n'est-ce pas, de difficultés que vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc merci encore une fois de plus au promoteur Baba Nampoulou. La lutte continue, le combat continue jusqu'à la victoire finale qui est, je le dis, l'unité politique du continent africain, Africa Must Unite. Yes. Voilà, l'avènement des États-Unis d'Afrique, un concept tout trouvé par Passion Parfendum, lequel n'a pas été de tout repos depuis le début de cette matinale, contre vents et marées, souvent dans la pluie même, et même malade. Il est toujours là, au rendez-vous de l'histoire, pour l'écrire et pour la faire. Et je suis sûr que les populations maliennes aujourd'hui, tout autant que les populations africaines, partagent cette belle victoire. Le vœu des sanctions, donc, ça a été acté hier à la fin de ce 61e sommet de la CEDEAO. 6 mois d'asphyxie économique. Le Mali a été résilient. Il faut louer justement cette belle qualité, non seulement du pouvoir en place, qui a reçu du moins c'était pas le meilleur départ pour ce gouvernement, mais également pour les populations maliennes qui sont restées soudées derrière leur nouvel exécutif, malgré tout ce qui a été fait justement pour qu'elles se révoltent. La résilience du peuple malien est un exemple pour les populations africaines aujourd'hui. Mon ami, la résilience est quelque chose de très très fondamental dans la lutte pour la reconquête de son autonomie, de son identité et de son avenir. Voyez-vous, le seul problème que nous avons en Afrique, c'est de nous réapproprier non seulement nos acquis, notre tradition, notre histoire, notre culture, parce que l'Africain est le peuple le plus déraciné, je vous le rappelle, mais surtout de nous approprier de notre avenir. Voyez-vous, c'est très fondamental. Et pour s'approprier de son avenir, il faut poser des bases dans le présent, les bases de l'autonomie, de l'autogestion, l'autogouvernement, l'autofinancement, l'autodétermination et tout. Ça, c'est des bases qui contribuent à l'appropriation de son avenir. Laissez-moi emboîter le pas de mon grand frère Parfendum pour saluer la direction de DBS et surtout ces combats que vous menez, que nous menons au quotidien pour éclairer les Africains, ces combats nobles. Et là, je regarde mon père, Papa Baba Nampoulou, je demande de renforcer DBS ce matin et de ne pas décourager DBS ce matin. Je demande qu'on renforce cette émission parce que c'est une université. Parfait a su le dire, moi je ne vais pas emprunter les termes de mon grand frère. Quand il vous parle de l'insuline, ça veut dire que ça fait vivre beaucoup de personnes. Et je pense qu'il faut encourager, renforcer et non décourager cette grande dynamique médiatique qui est rare en Afrique. Et étant évacué, je reviens pour vous dire qu'en ce moment précis, quelqu'un m'écrivait de l'autre côté de village, de quartier village. Ils sont en train de suivre DBS ce matin. Ils étaient en train de me poser la question. Je parle d'un homme qui s'appelle Américain, qui m'a dit tout à l'heure, nous voulons ouvrir un fan club DBS ce matin. On fait comment? J'ai dit, bon, moi je ne peux pas répondre à cette question. Donc, c'est à vous de voir comment les gens sont contaminés par votre dynamique. Et là, je retourne maintenant sur le débat. Quand on parle du Mali, mon ami, la résilience, la force d'un peuple à résister. Vous savez que la résilience est vraiment ancrée dans les gènes africains. Savez-vous combien de tentatives de décimation de l'Afrique est dans l'histoire? Je vous rappelle, par exemple, en 1900, la population africaine était de combien de pourcents comparé à la population mondiale? Et aujourd'hui, la population africaine est de combien de pourcents? Avec un creuset de 1990. On a tout fait pour décimer la population africaine, mon frère. Tout fait pour détruire l'homme noir de la terre.
Aux États-Unis, l'eugénisme a fait créer des vaccins, même en Afrique du Sud, ça a été tenté, pour stériliser les hommes noirs. Je ne veux pas rentrer dans le débat, parce que moi, tu sais, moi, quelqu'un m'a dit, vous êtes les révolutionnaires, vous aimez la mort. Il dit que non, la mort est un passage. Je suis égyptologue, donc la mort ne m'effraie pas. Savez-vous combien de brasseries ici qui mettent les bêtises dans les bières pour stériliser les hommes, pour masculiniser les femmes? Vous êtes surpris de constater aujourd'hui cette effervescence comment on appelle le lesbianisme, l'homosexualité et tout. Mais mon frère, c'est un plan machiavélique établi par l'Occident pour décimer l'Afrique depuis des âges. Seulement, la résilience, voilà les grands mots. La résilience. La capacité d'un peuple à résister contre le soubresaut de l'histoire qui tendent à les faire disparaître. Donc, aujourd'hui, le peuple malien est un mauvais exemple pour l'Occident, mais le reflet de l'aspiration profonde du panafricanisme conquérant, visionnaire. Parce qu'il y a deux panafricanismes. Il y a le panafricanisme victimaire, que DBS ne pratique pas. DBS pratique le panafricanisme visionnaire. Le panafricanisme victimaire, c'est quoi? C'est venir sur le plateau de télé dire la France est le problème de l'Afrique. Les Occidentaux sont le problème de l'Afrique. Nonobstant le fait que ce sont nos dirigeants qui signent des contrats léonins. Et on les transforme sous certaines, je ne sais pas quoi, en panafricanistes. Tel président panafricaniste, tel président panafricaniste. Pendant ce temps, 10 ans, 20 ans au pouvoir, il n'a même pas construit une route. Même pas une école. Attention, sérieux. Le panafricanisme visionnaire, c'est le fait de dire, oui, l'Occident nous a fait du mal, mais en complicité avec les Africains. Point barre. C'est ça la vision. Il faut accuser et reconnaître, assumer ses responsabilités. Et là, c'est là où il y a la résilience. Le peuple africain, emmietté, combattu de part et d'autre, résiste, continue de résister. Savez-vous que l'OTAN a décidé d'intervenir au Mali sans l'avis des Maliens? L'OTAN a décidé d'intervenir au Mali pour empêcher cette dynamique révolutionnaire et panafricaniste de persister, de continuer à exister. Vous avez vu ce que l'OTAN fait avec la Libye? C'est l'OTAN qui est la cause de tous les malheurs djihadistes ou terroristes en Afrique. En emmiettant la Libye, vous avez vu ce qui est arrivé en Afrique. Et maintenant, l'OTAN décide d'intervenir au Mali. Qui l'invite au Mali? Personne. Qui a besoin de lui au Mali, en Afrique? Personne. Mais l'OTAN va intervenir. Pourquoi? Ce n'est pas pour aider le peuple malien, mon ami. C'est pour détruire la dynamique Assimi Goïta. Point barre. C'est pour remettre à la tête de ce pays un valet local comme les Ouattara Draman. Ce sont des valets locaux, il faut le dire. Comme les autres chefs d'État qui sont les valets locaux de l'Occident. Il faut le dire. Voyez-vous? Voilà pourquoi notre panafricanisme visionnaire nous amène aujourd'hui à la conquête du pouvoir suprême. Et tous les sacrifices sont des mises. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Ça va casser, mais ça va prendre. Donc il faut aujourd'hui dire aux Africains, résistons, continuons de résister. Parce que l'Afrique, non seulement elle est la nourricière de l'humanité, mais l'Afrique est le berceau aussi de la civilisation et de l'humanité. Nous avons instruit tous ces pauvres blancs qui se parviennent à mettre du monde. Nous avons instruit le monde, nous leur avons donné les bases de la dignité humaine, de la civilisation, des sciences, des mathématiques. Vous partez en France, vous parlez de la pyramide de Louvre. Ils ont pris la pyramide où? Les mathématiques, la science, ils ont pris ça où? En Afrique. Il est temps que l'Africain arrête de se recroqueviller. À la guerre comme à la guerre, nous avançons et nous disons qu'il est temps d'aller au front. Tous les chefs d'État africains qui ne roulent pas pour l'Afrique vont rencontrer les peuples africains et ils vont partir. Et tous ceux qui roulent pour l'Afrique, nous allons les protéger. Nos ancêtres, nos dieux, nos divinités, notre cosmogonie va les accompagner. Parce que bientôt, ils auront des gourous à la tête des pays africains. Docteur Béni-Chris, on vous voit président. Aimable Mutombo dit que vous êtes l'homme qu'il faut à la tête du Congo. On sait que c'est l'une de vos ambitions et on vous souhaite... Ce n'est pas une ambition, c'est ma vision. Je serai président l'année prochaine. Je vais renverser les plantains qui s'étaient dit.
qui est en train de mal faire. C'est tout le bien qu'on vous souhaite, cher docteur. Merci les Africains de nous accompagner. Bellecris. Allez, la suite de cette émission, c'est avec vous. Naturellement, je prends quelques réactions sur notre page Facebook. Alors, nous avons beaucoup de messages de soutien, notamment celui-ci. Oui, nous allons y arriver. Bravo Assimi Goïta en réaction naturellement à cette levée des sanctions actée hier à la 61e session de la CEDEAO, du sommet de la CEDEAO. On a une autre réaction, Ilo d'IBS Matinal. Nous vous remercions et vous soutenons avec force. La lutte continue. Vive le Mali, vive Assimi Goïta et vive son gouvernement. Continuez justement à partager ces entretiens que nous mettons en ligne tous les matins de lundi à vendredi. On le rappelle, à partir de 8 h pour le débat panafricain. On reste justement sur notre sujet, Passion Parfendum. Alors, je vais vous lire une des réactions du gouvernement malien, quelques heures seulement. Alors, on était encore dans la recherche des partenaires et il se disait en back-office que des instructeurs russes seraient appelés et d'ailleurs la puissance qui était là à l'époque fustigeait ces nouveaux partenaires-là. Le gouvernement malien leur a répondu. Il dit ceci, je le cite in extenso: le gouvernement malien ne permettra à aucun État de faire ses choix à sa place et encore moins de décider de quel partenaire il peut solliciter ou pas. Aujourd'hui, on a vu avec cette levée des sanctions que le Mali a un peu mieux les mains libres et c'est donc la voie royale tout tracée pour de nouveaux partenaires stratégiques. Je pense que l'Afrique ne peut pas demeurer éternellement une exception de ce qui se fait dans le monde. Pourquoi dans les autres parties du monde, les États et les peuples sont libres, ont le libre choix de choisir des partenaires en toute souveraineté, décider avec qui ils veulent traiter. Avec qui ils veulent traiter, soit pour résoudre un problème ponctuel, soit pour des partenaires de longue durée, stratégiques de longue durée. Pourquoi c'est en Afrique qu'on doit absolument avoir quelqu'un sur notre tête avec un gros bâton, de big stick, pour nous indiquer la voie à suivre? C'est ça la question que nous nous posons. Et je pense que le Mali fait la démonstration qu'il suffit d'un peu de courage. Et alors là, je peux vous dire que vous allez vous rendre compte que le tigre qui était en face de vous n'était qu'un tigre en papier. C'est un grand bluff, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on ait peur d'embrasser notre destinée avec nos moyens, avec nos forces, avec notre propre raisonnement. Et l'illustration la plus parfaite, c'est cette information que Bellecris vient de donner, qui avait fuité et que le ministre espagnol avait déclaré que de toute façon l'OTAN va intervenir au Mali. Le ministre des Relations étrangères malien, M. Diop, son excellence Diop, a convoqué rapidement l'ambassadeur d'Espagne. Et le gouvernement espagnol a pondu un communiqué pour dire qu'ils n'ont envoyé personne et aucun membre de leur gouvernement n'a tenu de pareilles déclarations parce que pour eux, les relations fraternelles entre le Mali et l'Espagne sont au plus haut niveau et ne peuvent pas se permettre de pareils écarts. Bon, vous connaissez que dans la Bien sûr, on a tout de suite joué la carte de la diplomatie. Vous comprenez aisément, mon cher. Ça veut dire que chaque fois que les gens viennent vous piétiner, comme on dit chez nous, quand vous dansez, n'est-ce pas, avec un aveugle, il faut de temps en temps le piétiner pour qu'il se rende compte qu'il n'est pas seul sur l'espace. Donc là, on danse. Parce que tant qu'on va avoir des choses de temps, on vomit des vomissures sur nos têtes, ils sont muets, ils le disent bien. Après, tu vas entendre les gens qui vont dire que ce sont les silences présidentiels. On ne sait pas très bien ce que ça signifie. Il faut avoir le courage de dire, chaque fois que quelqu'un essaie d'empiéter sur nos plates-bandes, de dire, monsieur, ici là, charbonner et mettre chez soi. On ne veut plus entendre de pareilles réactions. Sinon, les conséquences seront immédiates. Tant que l'Afrique ne va pas muscler les jeux pour montrer à ce niveau de décision, je pense que les gens vont continuer à s'amuser avec nous. On l'a noté, depuis l'arrivée du président Assimi Goïta, oui. C'est littéralement la réponse du berger à la bergère. C'est avec sans condescendance, oui. Mais avec une verbe assez ferme. Du berger à la bergère. On a encore vu dernièrement à l'ONU, avec le vote qui a conduit à une reconduction de l'aménagement pour une année, alors que le Mali était contre. Oui. Malgré des écueils qui ont été levés, par exemple, vous avez parlé du vol de l'espace aérien par une quelconque aviation française dans le cadre d'accompagnement de l'aménagement. Mais même le top chief
de l'aménagement n'est plus français, comme c'est le cas hier. Bien sûr. Mais il y a mieux. Le Mali a dit ouvertement que votre affaire là, de l'enquête pour les droits de l'homme, où les troupes de l'aménagement seront libres d'aller enquêter partout. Tout mouvement doit être surveillé par l'État malien. Doit être surveillé par l'État malien. Partout où cette municipal là, c'est l'État malien qui vous donne l'ordre de se déplacer sans l'accord et sans l'accompagnement de l'armée malienne, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. C'est ça qu'il faut leur dire. Ils ne sont pas ici chez nous en terrain conquis. Ils doivent travailler en collaboration étroite avec nos États. Il y a justement une clause qui permet l'annulation de ce contrat. Dans 6 mois, il y a une réunion qui doit se tenir pour un bilan du premier semestre. Donc c'est ça le fond du problème. Cette réaction, ce courage dont nos États doivent être dotés. Si on n'a pas ce courage, on n'avancera pas. On a vu hier avec le Sango Coin qui a été lancé en Centrafrique. Si toi, Dira, n'avait pas eu ce courage, il serait encore dans les atermoiements que la BEAC a dit ceci, la COBAC a dit ceci. Non. Quand vous avez fait l'analyse, et vous avez rendu compte qu'il y a une grosse pierre sur votre chemin qu'on appelle le CFA qui vous empêche d'avancer, vous cherchez des voies de contournement. Pour l'instant, avant de vous muscler suffisamment et venir avec les bateaux piqueurs, détruire complètement ce gros caillou. Et ce bateau piqueur, c'est aussi l'ensemble de notre sous-région qui doit prendre ces décisions pour ne pas esseler et laisser la Centrafrique seule dans cette bagarre. Donc c'est ça, c'est un certain nombre d'actions comme ça, un peu une réflexion mûre que nous devons prendre. Le monde va trop vite, mon cher Rim. Ça va trop vite sur notre planète. Les autres prennent des décisions hardies et ils ne reculent pas devant n'importe quelle puissance. Les États-Unis ont tenté d'organiser les sommets des Amériques. Et ils ont commencé à dire, toi tu peux venir, toi tu ne peux pas venir. Le président mexicain, qui est comme leur allié par excellence, lui a dit, si c'est ça, le sommet des Amériques que tu veux faire, nous on ne viendra pas à ce sommet des Amériques. Tout le général. Au même aux États-Unis, personne n'avait cru. C'est un niveau de résistance. Donc vous avez vu que ce sommet des Amériques s'est transformé rapidement en une petite balade, je ne sais pas, sur les côtes de Floride, mais qui n'avait plus du tout. A perdu de sa consistance. A perdu totalement de sa consistance. C'est ça que les Africains doivent faire. Quand je parle des États-Unis d'Afrique, je dis je ne veux plus voir les sommets Turquie-Afrique. Tu vois toute la bande des chefs d'État africains qui vont se comme des gamins devant un pays. Mais c'est quoi cette affaire-là? Bientôt Pakistan, Afrique. On fait une liste de nos déliances, de la coopération que tu veux faire avec l'Afrique, etc., etc. Et avec des remontrances que nous avons à lui faire par rapport à ces attitudes ambiguës. Et on envoie Moussa Faki. Va le lire que c'est ce que nous avons dit. C'est tout. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'on a à prendre toute une cohorte? C'est parce que Japon-Afrique. Ils aiment les avions. On a failli pousser le ridicule une petite île, Japon-Afrique, c'est quoi ça? Désormais de l'Ukraine-Afrique aussi. Donc je pense que c'est incroyable. La victoire malienne, ils n'ont pas honte. La victoire malienne est une victoire qui interpelle tout le monde. Qui nous met de baume au cœur, certes, parce que nous avons été dans ce combat depuis plus d'une décennie, au moins sur les plateaux, mais quelqu'un commence à faire plus de 30 ans que c'est dans ce combat. Mais ça nous met de baume au cœur et ça donne la possibilité à certains d'ouvrir les yeux. Le monde va très vite. Quand je vois des pays comme le Gabon et le Togo, même comme je pense que c'est une réalité encore de la suprématie néocoloniale, de l'aide néocoloniale, mais qui, bien qu'elle soit dans ce que vous appelez francophonie, va quand même, comment dire ça, être affilié au Commonwealth. Ça veut dire que les gens commencent à sentir la nécessité d'avoir cette souplesse, cette autonomie dans leur choix. Même si pour l'instant, ces choix encore, ce n'est pas encore ce que nous aurons aimé avoir. Mais au moins, qui le crut. Et là, je vous dis que le Gabon est en passe d'adopter l'anglais comme langue. Hein. Bien sûr. Et qui sera enseigné dans ces écoles. Donc c'est une avancée. On ne peut pas nier ces avancées-là. Dans notre beauté de petits pas. Ce n'est pas ce que nous voulons avoir, mais c'est déjà ça le fait. Comment dire ça? Quelqu'un qui était tout le temps inerte, je dis, et qui commence à lever même son petit orteil droit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver là. Parce qu'il y a un problème encore de chez moi, je fais dans les problèmes aujourd'hui, qui dit qu'un cadavre qui va se réveiller, on le voit sur le battement de ses cils et de ses sourcils. Vous comprenez? Donc là, l'Afrique est vraiment en train de bouger. Les gens se posent des questions. Un pays comme le Gabon qui devait être 100 fois plus riche que le Qatar, pourquoi le Gabon à ce niveau-là? Avec le maître colonial que nous avons eu,
avec les exploitations de nos minéraires. C'est fait d'abord l'uranium, c'est fait le pétrole. Pourquoi les Gabonais sont à ce niveau de pauvreté? Ils se posent des questions. Ils se posent évidemment des questions. Pourquoi la Centrafrique, qui est un scandale géologique, avec une population de moins de 6 millions d'habitants, est encore en état où les gens se nourrissent dans la forêt de feuilles d'herbes et des insectes, d'arbres et des insectes? C'est quoi cette histoire? Donc, je pense que l'union africaine est en train de monter en puissance et comprend justement les enjeux sur le plan international, sur le plan mondial. Si vous allez dans un pays comme par exemple les pays comme la Malaisie, les pays comme Singapour, les pays comme l'Indonésie, vous allez voir à quelle vitesse les changements sont en train de s'opérer pour le bien de leur population. L'Afrique ne peut pas être en reste de cette dynamique. Elle qui a été hier sur le toit du monde, elle ne peut pas être aujourd'hui la risée du monde. Et c'est pour cela que nous appelons de tous nos voeux. Non, chef d'État, n'ayez pas peur. Chaque fois que vous irez dans la direction des intérêts du peuple africain, des intérêts de vos peuples, vous aurez le soutien évidemment des Africains. Vous serez soutenu par l'Afrique parce que j'ai conscience. Je suis convaincu que le Mali que vous voyez là, beaucoup de gens n'ont pas fait de bruit, mais ils ont eu beaucoup de soutien de la part des autres continents. Ils ont eu beaucoup de soutien, pas seulement des soutiens visibles comme ce fut le cas de la Guinée-Conakry, de l'Algérie et de la Mauritanie, mais ils ont eu d'autres soutiens puissants qui leur ont dit de ne pas lâcher. Parce que vous savez, comme on commence toujours par, quand une chaîne, on veut rompre, à loger la chaîne, il faut casser d'abord le maillon. Donc, ce maillon-là, le pont faible, ce qui était considéré comme le pont faible, le Mali et la Centrafrique sont considérés aujourd'hui comme les éléments du renouveau de la résistance de notre continent. Et ça, il mérite tout notre soutien. Et nous allons continuer de soutenir, cher. Continuer à soutenir le Mali et par ailleurs la Centrafrique, oui, de Bamako à Bangui, il n'y a qu'un pas, relié justement par les mêmes ambitions et les mêmes aspirations de liberté et de souveraineté. On va parler de notre pays qui est également à l'ordre du jour hier au sommet de la CEDEAO. C'est la Guinée-Conakry, menacée de sanctions, elle aussi, après le renversement par les militaires. Dernièrement, le président, désormais lieutenant-colonel, j'y arrive, Doumbouya, qui a fixé le délai de transition à une date qui n'est pas appréciée par la CEDEAO. Il y aura des pourparlers avant, oui ou non, d'adopter des sanctions. Alors il est resté ferme, il n'a pas sourcillé le moins du monde. Et on rappelle quand même pour le précédent que face aux sanctions de la CEDEAO qui ont été levées contre le Mali hier, la Guinée-Conakry fut l'un des seuls pays de la sous-région justement à garder ses frontières ouvertes, allant contre les décisions de la CEDEAO. Justement, le Mali va forcément accentuer ses relations avec la Guinée-Conakry maintenant qu'elle a les mains libres. Oui, nous avons eu le temps de tourner autour de la question. Qu'est-ce que vous pensez justement? Quel est votre avis sur ce pays frère, le lieutenant-colonel Doumbouya? Il n'est pas très, on va dire, il est assez discret, mais plutôt ferme quand même dans sa démarche. Il est lieutenant-colonel ou colonel? Quand il prenait le pouvoir, il était lieutenant-colonel. Peut-être depuis lors, il est devenu colonel. Parfait, donc. Il y a deux problèmes à évacuer dans cette question-là. La première, c'est que quand Doumbouya prenait le pouvoir, en tant que légionnaire, ancien légionnaire français, nous savions que la France était derrière ce coup d'État. Il faut qu'on se le dise, vous savez. Il faut qu'on rappelle que c'est un diplômé de Saint-Cyr. Voilà, nous les panafricanistes, on ne passe pas par le dos de la cuillère pour dire les choses. Nous savions que la France était derrière ça parce que Alpha Condé était devenu encombrant. Alpha Condé commençait à tenir des discours terribles. En public. En public. Souvenez-vous d'un discours. Il a été repris par Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui lui rappelle qu'on est en public. Mon cher, nous sommes en direct. On te suit. Il a dit je l'assume. Il a ouvert le micro et il a dit je l'assume. Nous avons fait le débat là-dessus. Plus tard, il était renversé. Je pense qu'on a bien averti Alpha Condé de ce qui lui devait arriver. Voyez-vous, il est parti. On l'a fait partir. Voyez-vous? Et vous comprenez donc, il est parti. Voilà un autre Tintin qui a fait le 3e mandat, qui est là. Comme un roi télé, et qui bavarde partout, alors que politiquement il est nul.
Il est là, sous la bénédiction de la France. Et il avait bien averti. Et quand il a été renversé, il l'a rappelé, il lui a rappelé ça. Il dit que je t'avais averti. Voyez-vous, j'ai la correspondance. Ouattara a averti Alpha Condé. Je t'avais averti. Il est parti. Doumbouya est arrivé au pouvoir. Bizarrement, les réactions de Doumbouya commencent à nous interroger. Premièrement, il refuse les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, laisse ses frontières ouvertes avec le Mali. Deuxièmement, il ne transige pas sur ce qu'il décide de son pays. Bon, nous ne sommes jamais des fanatiques, nous attendons voir le résultat. Nous attendons voir l'issue de cette affaire-là, de son positionnement. Parce que, pour moi, maintenant, il suscite le questionnement. Au départ, on le pensait affidé à une certaine position, mais il y a comme une sorte, je ne vais pas utiliser le terme glissement, mais on voit quand même une sorte de fermeté et de prise de position pour l'Afrique. Justement, nous constatons, Président Doumbouya, nous constatons avec beaucoup de satisfaction vos prises de position en faveur de l'Afrique et de l'émancipation. Mais il y a des questions que vous devriez savoir. L'uranium nigérien. Vous savez que la Guinée est un scandale géologique à côté de la RDC. Que vivent les Guinéens? Voyez-vous? Donc il y a des questions cruciales. Que font donc toutes ces multinationales-là, françaises, en Guinée? Attends une seconde, tu n'as pas été exhaustif par rapport à la curiosité d'Oumbouya. Tu as vu beaucoup de bonnes choses, mais tu as oublié les choses importantes. Allez-y, grand frère. Voilà un militaire formé sincère, bien sûr, qui a été en Afghanistan, donc qui devait être considéré comme être dans le moule, sorti du moule de la culture occidentale. Oui. Mais qui est curieusement polygame. Qui a 2 femmes. Scandale des scandales. Oui. Mais qui sont une blanche et une noire. Il faut quand même préciser, hein, et la blanche, elle est française. Il faut préciser qu'elle est française, mais également qu'il y a une femme allemande, je crois aussi. Et cette femme-là est même gendarmette en réalité. Donc vous voyez, Doumbouya, c'est véritablement une curiosité, ce colonel. Bien qu'ils soient sortis de leur ventre, ça peut être un cheval de Troie très important pour notre continent africain. Effectivement. Donc vraiment, il faut continuer de l'encourager, de le bichonner, parce que ne serait-ce que pour cet acte-là. Oui. Au moment où de solidarité avec le Mali. On fait la promotion de l'homosexualité des LGBT++, vont un chef d'État sortir de leur moule, mais qui prend 2 femmes. Comme j'aime les gens qui sont polygames, ne me regarde pas. Les polygames comme moi. Ah oui? Donc je dis bravo à Doumbouya. Voilà. Donc maintenant, je te laisse la parole pour quand même dire, continuer d'encourager ce chef d'État pour aller dans ce sens-là, parce que c'est très important. Effectivement, voilà pourquoi je disais tout à l'heure au président Doumbouya, le panafricaniste que nous sommes, nous vous regardons, nous avons fait du chemin et nous pensons que dans cette génération et dans celle qui va suivre, il y aura des Thomas Sankara, il y aura des Lumumba, il y aura des Kwame Nkrumah, il y aura des Oumiobe. Ils sont en train de se réveiller. Ils vont prendre la reine du pouvoir pour réorienter l'Afrique sur le chemin de son émancipation. Nous vous regardons et nous pensons que nous vous encouragerons lorsque nous aurons des avancées significatives sur le plan du combat que nous menons, sur le combat panafricaniste, sur l'autonomie réelle de l'Afrique. Alors, comme je l'ai dit, je vais répondre sur une petite question, un petit problème que peut-être on ne dit pas assez. Savez-vous que Doumbouya, il est d'ailleurs l'un des fils d'Alpha Condé? Son neveu. Son neveu. Et c'est Alpha, pour la petite histoire, qui... C'est Alpha qui le prend en France, qui l'amène pour former les forces spéciales. Bien sûr, c'était ça le plan initial. C'est Alpha, voyez-vous. Et le président Sassou arrive en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry, pour l'indépendance. Quand Denis Sassou Nguesso voit le défilé, les forces spéciales, ce qu'ils ont fait, il dit à Alpha, et c'est passé, et dans les médias, Alpha dit, mais tu avais tout ça? Et il est surpris. Donc c'était une force impressionnante. Et on l'avertissait. Qu'est-ce que tu as créé là? Attention, hein, ça peut retourner contre toi. Donc, autant apprécier cette force spéciale de la Guinée, Conakry, autant apprécier déjà les signes
de sa prise de pouvoir, de son passage à la tête de l'État guinéen, vous savez qu'il a fait revenir Moussa Dadis Camara. Il a fait venir un certain nombre de personnes. Il est d'ailleurs très bien avec l'opposant historique. Comment il s'appelle le Peul là, l'opposant Alpha Condé. Bon, le nom va venir. Il est en train de réunir la classe politique. Mais le plus grand problème, c'est la lutte contre le terrorisme. Quelle est sa position? Nous avons déjà vu la traîtrise de la junte militaire au Burkina Faso, où on tue les gens, où on fait ceci d'Amida, reste là. Et il prend même un discours public. Si vous voulez, faites aussi votre coup d'État. Voyez-vous cela? Donc, nous sommes là face à une réalité concrète. Là, le terrorisme. Je pense que l'État guinéen actuel doit travailler avec l'État malien dans la reconquête géostratégique, géopolitique de cet espace-là. Quand vous parlez des golfe de Guinée, vous savez ce qu'on appelle golfe de Guinée? Mon ami, il y a du pétrole à foison, il y a l'uranium, il y a le diamant, il y a des choses extraordinaires. Voilà pourquoi l'OTAN y est présent. L'Occident y est présent pour faire la guerre, soi-disant pour libérer l'Afrique. Alors que c'est pour piller l'Afrique. Je veux que les chefs d'État disent à Mondo Vision que toutes ces missions-là en Afrique ne nous servent à rien. Ils viennent pour nous piller. Le terrorisme est la création de qui? L'OTAN. Lorsqu'ils ont fait partir Kadhafi, qu'est-ce qui est arrivé après? Le terrorisme. Savez-vous ce que le président, l'ancien président nigérien a dit à Barack Obama au Ghana? Président Obama, pardon, il lui a parlé en anglais, pardon, ne touchez pas à la Libye. Vous allez faire du mal à l'Afrique. C'est que Obama lui a dit, nous irons jusqu'au bout de notre projet. Allez-y donc comprendre. Leur projet, ce n'est pas nous sécuriser. Leur projet, ce n'est pas nous faire du bien. Leur projet, ce n'est pas de développer l'Afrique. Sinon, comment des pays comme le Cameroun, riches, des pays comme le Congo, mon pays, riche, que d'ailleurs je vais diriger avec brio, comment ces pays-là n'ont pas d'infrastructures de base? Comment ce pays-là, le peuple coupé dans la misère? Comment ce pays, le plus riche au monde? Comment le pays comme la Guinée, Conakry, un grand pays, qui a un héritage patriotique, panafricaniste, avec toutes ces richesses-là, c'est l'un des pays les plus pauvres. Mon frère, sont sérieux. Qu'est-ce qu'on attend donc de ces chefs d'État? Soit vous êtes les modélistes, vous faites le one-man show à la tête des pays, soit alors on amène la révolution populaire, vous faites partie, parce que moi je ne me cache plus jamais ça. C'est la révolution populaire, la plus sanglante, qui puisse exister. Si tu marches sur le tapis rouge, c'est ce que tu marches sur le sang des gens. Et donc, si toi tu ne veux pas respecter le sang des gens, c'est ton sang qui va couler. Point barre. C'est ça la position que nous avons adoptée. Voyez-vous? Donc, il faut dire aux Africains que le temps est arrivé de changer notre destinée. Et si nous ne prenons pas notre destin en main, aucun peuple ne le fera. Même la Russie ne le fera pas. La Russie nous accompagne sur ce chemin. Bravo. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Voilà le président Touadéra qui est visé par ces choses-là. Il est en train de chercher un troisième mandat. Voilà les chefs d'État que nous avons. Voilà les gros bébés. Tu connais le gros bébé, c'est quoi? Le gros bébé pense qu'il ne grandira pas. Il est accroché au sein de sa maman. Même quand les dents commencent à pousser, il veut s'accrocher au sein de sa mère. C'est ça les chefs d'État que nous avons en Afrique, des gros bébés. Accrochés aux mamelles présidentielles. Ils pensent qu'ils vont rester là, tété. Même quand les dents sont sorties, ils commencent déjà à faire du mal aux Africains. Ça doit prendre fin, ces choses-là. D'accord. Maintenant, ça doit prendre fin. On vous a compris, oui. Dr Bénécris. Ça doit prendre fin, mon frère. On vous a compris. Lever des sanctions au Mali, enjeux et perspectives d'avenir. On est en train de sortir et de se conduire inexorablement vers la fin de cette émission. Comprenez, lire
et la verve caustique de notre cher ami docteur Benny Chris. Ce sont des choses enrageantes à l'ère où le réveil et l'éveil est plus Vous imaginez que le Congo qui a le coltan ne produit pas un seul téléphone? Sont sérieux parfait. Ce sont des incongruités qui enragent, on l'a compris, docteur Benny Chris. Et justement, on vous souhaite bon vent pour ces réformes et ces révolutions. Quant à nous, nous continuerons certainement à en parler, car oui, la victoire au Mali, l'une après l'autre, nous permettent de ne pas désespérer de l'Afrique, qui peut-être fut capable du pire hier, mais capable aussi de meilleur, et on est en train de le voir. Et le voir, ce sera certainement beaucoup de bonnes choses au Mali. Maintenant que le Mali est débarrassé, et le thème est bien choisi, de la force Barkhane qui, on le sait depuis 13 ans, a littéralement pillé ce pays, débarrassé dorénavant aussi des sanctions qui pesaient contre elle, il est fort à parier que le Mali, en termes sur les plans économiques, militaires et même sur le plan du développement en général, va continuer sa marche en avant, comme vous le disiez, mais surtout va se positionner véritablement un peu plus fortement dans cette région de l'Afrique, et même pour l'Afrique tout entière, comme un véritable pôle d'excellence et de développement. Maintenant qu'elle a la pleine capacité de ses moyens. C'est notre vœu. Mais je dirais quand même que... Quelque chose peut-il encore empêcher cette fulgurance dans son développement? C'est notre vœu. C'est notre vœu. Mais c'est comme si sur ce plateau, on va donner l'impression que Oura, enfin, c'est terminé. Non, le combat continue. Oui. Le combat continue parce que les autres puissances qui ont toujours assujetti notre continent, qui l'ont dominé de manière outrancière, ne vont pas laisser les bras croisés face à cette mutation qui est en train d'arriver et de s'opérer sur notre continent. Ils vont tout tenter pour essayer de retarder l'échéance. Alors, c'est pour cela que nous devons encore redoubler davantage d'efforts dans le travail. Nous devons davantage redoubler d'efforts pour muscler, n'est-ce pas, notre résistance afin d'arriver justement à cette victoire que nous attendons de tous nos vœux. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, il faut qu'on s'organise. Africa must unite. Il faut qu'on s'organise. To organize. Que la jeunesse africaine se rende compte que c'est son avenir qui se joue dans cette bataille. C'est son avenir qui se joue dans cette bataille. Il faut s'organiser. Il faut créer des regroupements organisés de manière multiforme et variée. Il faut tisser des passerelles entre ces différentes organisations. D'abord sur le plan national, sur le plan sous-régional et sur le plan continental. On parle du panafricanisme, ça fait 10 ans, au moins sur le plateau au minimum. J'en parle depuis plus de 30 ans, en tant que militant politique. Mais nous ne voyons pas encore émerger de véritables organisations avec des relais au niveau de notre continent pour défendre l'Afrique, pour muscler le jeu, pour pousser, n'est-ce pas, cette charrue avec toute la force pour que nous puissions aboutir à la victoire. Jeunesse africaine, arrêtez de dormir, organisez-vous. Organisez-vous sur tous les plans. Je vous relance avec ce commentaire de maître Franklin Nyondue qui va dans le même sens. Il dit ce qui reste, c'est de généraliser ces idées, de systémiser la démarche politique. Les leaders comme Goïta et Doumbouya, cela permettra de préparer la suite d'une part et de créer un mouvement global des peuples d'Afrique. Tout à fait. Moi, je commence par le grassroots. Je commence par la base, je commence par le grassroots. Il faut que nous comprenions que les gens nous prendront au sérieux. Même nos partenaires qui viennent nous aider, nous prendront au sérieux quand ils vont se rendre compte qu'effectivement, ici, sur notre continent, il y a une volonté qui est en train d'émerger. Une volonté d'émancipation de la tutelle, n'est-ce pas, de ces pays occidentaux qui nous ont mis dans cette situation qui est inexplicable pour un continent comme le nôtre. Donc organisez-vous, mais ne vous organisez pas seulement pour résoudre les problèmes domestiques de nos États. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, je ne dis pas qu'ils ne sont pas pressants, qu'ils ne sont pas prégnants, mais nous ne devons pas faire de notre lutte une lutte qui est balkanisée comme on a balkanisé nos États. Nous devons avoir la possibilité de voir un horizon qui est transnational, qui est trans-État, qui est trans tout ce que vous voulez, mais qui permet justement de créer
cette dynamique révolutionnaire qui va irradier tout notre continent. Nous en avons besoin. Et aujourd'hui, je suis obligé de le dire, il y a beaucoup plus d'idées dans deux têtes que dans une seule. Donc, à nous seuls, nous ne suffisons pas. Il faut tendre la main aux autres, il faut donner la possibilité aux autres, mais surtout instiller cette volonté-là de s'organiser et de nous mettre ensemble, et que progressivement, justement, par petit bout, nous allons glaner cet espace et ce terrain et finir par imposer cette idée formidable de notre union pour le bonheur de nos enfants demain. Donc je pense que cela est très important. Oui, le Mali, avec la levée de ces sanctions, justement, retrouve un peu des aises, quoi. C'est des bouffées d'oxygène assez importantes pour le Mali. Mais le Mali ne peut pas se contenter en disant, oui, maintenant que les sanctions ont été levées, tout revient à la normale. Non! L'ennemi ne dort jamais, chantait le grand Manu de Bango. L'ennemi ne dort jamais. Cet ennemi a peut-être perdu une bataille, mais n'a pas encore perdu la guerre. Tant que nous n'allons pas nous débarrasser totalement de ces infantisations et de cette manière de jouer les tuteurs, comme si nous étions encore des bambins sur nos têtes par le biais de ces États et de ces lobbies-là, effectivement, ça veut dire que le combat doit continuer. Le combat va davantage continuer parce que nous avons trop de retard. Trop de retard, sur tous les plans. Quand on parle de la lutte, les gens ne voient que la lutte politique, mais non. Il faut que les gens créent des écoles qui ressemblent à ce que l'Afrique va être demain. Qui forment nos enfants en pensant à ce que l'Afrique doit être demain. Nos écoles, nos opérateurs qui font dans le domaine scolaire ne doivent pas seulement être des gens qui sont à la quête de l'argent. À la quête de l'argent. Où on va maintenant, c'est une course effrénée pour savoir qui aura la pension scolaire la plus élevée. Ce n'est pas construire un immeuble tout plat et continuer à distiller le savoir comme il a été distillé depuis très longtemps. Il faut refonder la pensée du point de vue de l'acquisition de ce que nous aurons comme élément, comme know-how pour rebâtir notre continent. Merci. Et je prends cet exemple, j'aurais pu aller encore du point de vue de la médecine, du point de vue de la culture, du point de vue des sciences en règle générale, du sport, dans tous les domaines. Il faut repenser notre continent. Et c'est pour ça que j'appelle, donne-moi des 2 secondes, nos universitaires. Ailleurs, les universités sont des pôles de savoir, des pôles d'innovation, des pôles de reconquête de la science, des pôles d'initiatives pédagogiques pour rendre cette science-là accessible au plus grand nombre. Nos universités ne doivent pas être ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles ne doivent pas être cela. Donc vous voyez que le chantier est encore vaste, il est encore grand. Je dis à nos États, c'est les États qui regardent le Mali, qui copient sur le Mali. La force du Mali a aussi été son union, son unité culturelle. On a vu ce peuple-là faire, comment on dit ça, comme un bouclier autour de ces dirigeants. Regardez les pays comme le Cameroun. Comment c'est disloqué, comment c'est éclaté. Les gens parlent de leaders tribaux. On ne parle pas de l'intérêt national. C'est pour ça que quand je suis sur le plateau, et après avoir lu des monuments qui nous ont précédés, je viens sur le plateau avec l'espoir que tout ce que nous essayons de dire ici ferait prendre conscience à certains qu'avant eux, il y a eu des leaders, il y a eu des héros qui se sont battus avec une directive bien précise. La question du tribalisme, on doit mettre fin à cela. On ne doit pas nous comporter comme des gens qui veulent planter aujourd'hui et bénéficier des fruits de son âme. On dit qu'un homme qui n'a pas vécu utilement, c'est un homme qui a planté un arbre. Mais quand on dit qu'il a planté un arbre, parce que c'est que des générations futures viendront en profiter. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Donc vraiment, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Je suis à la fois heureux ce matin par rapport à cette victoire du Mali et de l'Afrique, mais en même temps, je vois le vaste chantier qui se dresse encore devant nous. Je dis, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, nous avons encore du pain sur la planche. Donc pour les cœurs, les gars, il y a encore à faire. C'est une victoire bonne à prendre, mais la guerre n'est pas encore pliée. Il faudra rester concentré, garder le triomphe modeste sans dédaigner quand même ses bons points enregistrés. Ces quelques derniers messages que je m'en vais vous lire. Kouémé qui nous dit, comme dit aussi Omotunde, on aura le respect que quand nos interlocuteurs sentiront que nous croyons à notre propre projet civilisationnel. Bozi Cruz Celia nous dit
que je dirais que Dieu n'a jamais rien fait au hasard, raison pour laquelle il a mis le professeur Poutine sur cette voie. Nous devons communier avec ce type encore mieux que cet empire du mensonge. Et un message qui me fait sourire, c'est « Cher Bénicris, faut déjà contacter M. Poutine, on ne blague plus, les carottes sont cuites ». C'est de Aimable Mutombo qui croit vraiment en ce projet présidentiel, tout comme tous les panafricains qui rêvent de révolution et pas seulement de changement. Merci en tout cas, Dr Bénicris, d'avoir repris du poil de la bête. Vous avez bien repris après votre convalescence. Merci beaucoup. Je recommande d'ailleurs mon livre à mon frère qui vient de nous écrire. Allez sur Eddy Livre, commandez le livre La Troisième Voie. J'ai publié en 2015 à Paris. C'est 512 pages. J'ai parlé de l'axe afro-asiatique. Et j'ai écrit ce livre, c'est là 10 ans avant 2015. Donc ça veut dire que ça fait aujourd'hui 10 ans avant la publication. Et de 2015 jusqu'à aujourd'hui, ça fait ce que ça fait. J'ai parlé de l'axe afro-asiatique comme l'axe majeur du rééquilibrage géostratégique mondial. Donc je recommande ce livre. Ah bon, c'est vrai que ça coûte quand même une fortune. C'est 30 € pour nous les Africains qui buvons les matangos. C'est à peu près 20 000, c'est quand même un peu beaucoup. Mais achetez comme ce livre-là. C'est un best-seller et vous allez vous retrouver. Merci beaucoup, Rim. Nous sommes de retour sur la scène du combat. Et vous ne l'avez jamais quitté d'ailleurs. Passion parfaite, donc merci infiniment pour cette voix de la sagesse que vous apportez à chaque débat. L'icône. Et en Afrique, justement, on a besoin de ces cheveux qui n'ont pas grisonné du fait de la mendicité ou de la médiocrité, mais à cause de la sagesse. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous dis merci. Je dis merci à nos nombreux téléspectateurs. Répandez la bonne nouvelle. DBS Matinal est de retour. Et nous vous attendons pour ce partage fraternel, n'est-ce pas, pour continuer à garder espoir. Parce que, comme le disait quelqu'un, là où il y a espoir, il y a un chemin. Et ce n'est plus juste un espoir, c'est devenu aussi une espérance. DBS Matin se veut le porte-voix de cette Afrique nouvelle, cette Afrique fière, cette Afrique dont ont rêvé nos pères avant nous et qui aujourd'hui trouve en leurs descendants une continuité valable. Aujourd'hui, on parlait justement de cet exemple en Afrique, le Mali qui de plus en plus se positionne en véritable leader. Alors les autres, qu'attendez-vous pour emboîter le pas? DBS en tout cas s'ouvrira encore demain pour une nouvelle thématique, toujours au cœur des problèmes des Africains. Nous vous entendons, nous serons là. À demain.